Allez, c'est parti. Donc, notre séance d'aujourd'hui est réservée exclusivement à un TD. Au lieu de se répéter dans des séances de TP, je vais vous le faire en une seule fois. Et comme on l'enregistre, vous pouvez toujours le revisiter quand vous voulez sur YouTube. Très bien? D'accord. Donc, aujourd'hui, je vais réserver la première thématique, c'est sur la coprologie, c'est-à-dire la recherche des éléments parasitaires dans les matières fécales. Première diapo. Ce qui est fondamental à comprendre, c'est un point sur lequel j'ai toujours insisté, c'est la démarche. C'est la démarche diagnostique. Je vais insister sur le point suivant. Ce n'est pas le prélèvement qui va nous guider dans notre diagnostic clinique, c'est l'inverse. C'est le diagnostic clinique, au moment de la consultation, qui va vous orienter vers tel ou tel prélèvement, vers telle ou telle technique à entreprendre. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Il ne faut pas faire l'inverse. Du style, ouais, vous me donnez n'importe quel prélèvement, on va essayer de remonter. Vous ne remontez rien du tout, vous ne pourriez jamais faire un diagnostic bien comme il faut. Pourquoi? Parce que vous allez voir par la suite que lorsqu'on a des résultats, il faut savoir les interpréter. Et pour pouvoir les interpréter, il faut toujours se rapporter au contexte clinique. Exemple bête, si un animal ne présente aucun symptôme et que vous trouvez quelques éléments parasitaires, et de surcroît, si c'est dans une pathologie de groupe, vous n'aurez même pas à vous inquiéter. Ce n'est pas parce que vous avez trouvé quelques éléments parasitaires que c'est la maladie. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe fondamental en parasitologie. Il faut différencier parasitisme et parasitose. Parasitisme veut dire présence d'éléments parasitaires, mais sans pour autant qu'il y ait la maladie. Mais si on vous dit parasitose, c'est la maladie due à un parasite. C'est clair pour tout le monde? Ok. Donc, quand on vous ramène un animal, quel qu'il soit, il y a toujours un motif de consultation. Pourquoi le propriétaire a ramené cet animal? Par exemple, un chien, si vous ramenez un chien, c'est parce qu'il est malade. D'accord? C'est pas parce qu'il est en bonne santé, c'est parce qu'il est malade. Et lui va pouvoir vous dire de quoi ça retourne. Il va vous dire, oui, il présente de la diarrhée depuis quelques jours. Mais c'est surtout à vous, vétérinaires, étudiants vétérinaires, d'orienter votre questionnaire. Parce que lui n'est pas censé connaître la médecine vétérinaire. C'est à vous de mener, si vous voulez, l'investigation. C'est très important. Donc vous posez toutes les questions possibles et inimaginables. C'est ce qu'on abordera en premier lieu, dans le diagnostic épidémiologique. C'est ça qui va établir un diagnostic épidémiologique. Ça veut dire quoi? C'est le contexte d'apparition d'une quelconque maladie. C'est quoi? C'est son environnement, son lieu d'habitation, son alimentation, ses valeurs intrinsèques, son âge, son état de santé, etc. etc. C'est tout le contour de la maladie. Puis, on monte au diagnostic clinique. Le diagnostic clinique passe par les 4 phases de la consultation, c'est-à-dire inspection, palpation, percussion et auscultation. C'est un passage obligatoire. Ne sous-estimez pas la parasitologie, vous allez vous dire, ouais, c'est la recherche. Non, elle rentre dans un contexte clinique. Et dès qu'on vous parle de diagnostic clinique, obligatoirement, vous devez passer par les étapes du diagnostic. Okay? Après le diagnostic clinique, d'accord, vous avez le diagnostic différentiel. C'est-à-dire qu'on a, comment dirais-je, résumé quelques anomalies. Après, dans le diagnostic différentiel, on va essayer de lister toutes les maladies qui ressemblent. Et puis on va faire le petit jeu du style, il y a tel ou tel symptôme, il manque tel autre symptôme, donc on peut enlever l'une ou l'autre des maladies, etc. Pour qu'à la fin, ça fasse un effet entonnoir. On était sur plusieurs maladies dans un diagnostic clinique, de suspicion, pour en arriver au diagnostic différentiel et se cantonner peut-être sur 2-3 maladies. Après cela, vous avez le diagnostic expérimental ou laboratoire. C'est là où rentre le laboratoire, mais pas avant. Vous ne pouvez pas parler de diagnostic expérimental avant le diagnostic épidémiologique. Il ne faut jamais faire ça. Il ne faut jamais venir avec un prélèvement pour dire « Allez hop, dites-moi de quoi il est malade ». Non, il faut un contexte. Après le diagnostic expérimental, souvent, c'est ce qui arrive sur le terrain, loin d'un laboratoire, ou alors coupure avec un laboratoire d'analyse, on fait ce qu'on appelle un diagnostic thérapeutique.
C'est-à-dire qu'on suspecte tellement la maladie, on va se dire, tiens, ça ressemble fortement par exemple à une babésiose, et ben, je vais traiter contre la babésiose et je vais devoir revoir l'animal 24-48 heures après pour voir l'effet du médicament. Si ça marche, c'est que je suis sur la bonne voie. C'est pour ça qu'on parle des diagnostics thérapeutiques. C'est clair pour tout le monde? Vous ne verrez pas, enfin. Allez, la diapo suivante. Alors, ici, c'est le diagnostic donc, de laboratoire. Le diagnostic de laboratoire utilise deux grandes méthodes. Des méthodes directes et indirectes. La méthode directe, comme son nom l'indique, c'est de mettre directement en évidence l'agent causal, c'est-à-dire l'élément parasitaire. Ça peut être des œufs, des larves, ça peut être l'adulte lui-même, ça peut être des spores de champignons, etc., etc. Lorsque vous allez visualiser ces éléments parasitaires, à ce moment-là, vous pouvez établir un diagnostic de certitude. Sinon, vous avez les méthodes indirectes qui, elles, mettent en évidence ce qu'on appelle les témoins de l'infestation. C'est-à-dire, pas le parasite lui-même, mais ce qui a signé son passage. C'est quoi? Ça peut être des lésions, donc des troubles tissulaires, ou humorales, ça peut être la recherche des anticorps, donc un diagnostic sérologique, par exemple. La suivante. Ça, c'est l'animal vivant, c'est ça? Alors, sur un animal vivant en parasitologie, le premier type de diagnostic, c'est le diagnostic coprologique. C'est le plus fréquent. D'accord? Après cela, en deuxième position, vous avez le diagnostic dermatologique. Là? Voilà, merci. Donc le diagnostic dermatologique, c'est-à-dire la recherche des éléments parasitaires au niveau cutané. Vous avez un troisième type de diagnostic, c'est le diagnostic hématologique. Ce sont les trois grands types de diagnostic qu'on a à établir dans un laboratoire de parasites. Puis vous avez secondairement un diagnostic urologique, et puis vous avez le reste, la recherche des parasites dans des lieux atypiques, ça peut être les larves, quand on va rechercher les télasias, ça peut être les ganglions dans le cas de la recherche des leishmanies, etc., etc. Ok? Maintenant, sur un animal mort, c'est l'autopsie, par exemple, sur la vue des lésions. On peut établir, on peut encore orienter notre élément parasitaire. Encore mieux, en parasitologie, on a la possibilité de faire ce qu'on appelle des bilans parasitaires. Et c'est toute une série de techniques qu'on utilise pour essayer d'extraire les formes larvaires et les formes adultes. Et à la fin, on fait un comptage et on peut dire s'il s'agit d'un mono ou d'un polyparasitisme, par exemple. La suivante. Alors, ça, c'est fondamental. C'est valable pour n'importe quel laboratoire, autant de parasitologie que de bactériaux, de viraux, de sérologie, de ce que vous voulez. À tous les coups, on a besoin de trois choses fondamentales. On a besoin de, je peux toujours appuyer la technique, on a besoin d'identifier l'agent causal, et troisièmement, on a besoin d'interpréter nos résultats. Si vous prenez n'importe quel exemple, en dehors de la parasitologie, allez vers la bactérie, vous allez voir, pour pouvoir diagnostiquer par exemple une suspicion d'une quelconque bactériose, vous allez devoir utiliser une technique. Quand je dis technique, c'est un ensemble. Hein. Ça va du prélèvement jusqu'au manipulateur. C'est tout ça la technique. Et puis, il faut savoir reconnaître. Vous pouvez avoir des éléments que vous n'avez peut-être pas l'habitude de voir. Ça peut être des bactéries dans le cas de la bactériose, par exemple. Et enfin, ça c'est le travail d'un technicien de laboratoire. Il est capable de faire une technique, il est capable d'identifier, mais en général, il est incapable d'interpréter des résultats. Pourquoi il est incapable? Parce qu'il n'a pas les données médicales. C'est quoi les données médicales? C'est toute la démarche clinique que vous avez faite dans un premier temps. Vous comprenez? C'est remettre ces résultats dans ce contexte, dans le contexte clinique que vous avez établi. C'est pour ça que le technicien ne pourra pas vous dire « Ah oui, c'est grave, c'est la confirmation de la maladie ou pas, etc. » Et surtout, différencier la notion de parasitisme et de parasitisme. Donc on a besoin de techniques, d'identification et d'interprétation. La suivante. On est dans la technique. Alors,
Dans la technique de coprologie, je crois que le matériel. Je pense que la parasitologie est l'un des rares laboratoires à ne pas être exigeant. C'est vraiment le matériel le moins disant, le moins cher qui puisse exister. De quoi on a besoin? On a besoin de lame, on a besoin de lamelles. Le plus onéreux, c'est le microscope. On a besoin de cuillères, de spatules pour mélanger, éventuellement un mortier, de pipettes pour prélever, etc., etc. Mais on a besoin aussi et surtout de solutions denses. C'est grâce à ces solutions denses qu'on va pouvoir isoler les parasites, ou du moins les mettre en évidence. C'est quoi ces solutions denses? Les premières solutions qu'on a utilisées, ça a été des solutions sucrées, qui ont une densité de l'ordre de 1,18, en passant par la solution salée 1,20, jusqu'à la dernière des solutions qu'on appelle la solution de iodomercurate de potassium. Regardez, sa densité est de 1,44. Qu'est-ce que ça veut dire? Les éléments parasitaires ont un certain poids. D'accord? Plus ils sont lourds, plus la densité de la solution est faible, plus ils ont tendance à couler. Inversement, plus ils sont légers, plus la solution est dense. Lorsque la solution est dense, elle a tendance à faire ramener en surface. Je vous donne un exemple très facile. Prenez la mer et une piscine. D'accord? Vous allez à la mer, vous allez à la piscine. Dans une piscine, c'est de l'eau pratiquement du robinet. Donc, c'est une densité de l'ordre de 1. Vous avez plus de difficultés à faire des mouvements, plus à faire la planche, par exemple, que en mer. En mer, parce que la solution étant salée, elle aura tendance à vous ramener en surface. Vous comprenez ça? C'est très important. Toutes les techniques de coprologie sont basées sur ce jeu de densité. Quand la solution est vraiment dense, c'est la tendance à la flottaison. Lorsque la densité de cette solution tend vers 1, c'est-à-dire vers l'eau, ça a la tendance à la sédimentation. Ça veut dire quoi? Lorsque vous aurez préparé votre solution, si vous avez utilisé une solution dense, donc votre prélèvement, avec une pipette par exemple, va se faire par rapport à la surface. Si vous avez utilisé que de l'eau, ça aura tendance à se déposer. Donc c'est la sédimentation, ça se sédimente. Vous avez tendance à prendre ce qui est aspiré, ce qui est au fond. Comprenez? C'est très important, c'est ça qui va régler votre prélèvement. Voilà, la suivante. Alors, dans les techniques de coprologie, vous avez deux grandes techniques. C'est la coproscopie et la coproculture. Alors, je vais éliminer assez rapidement la coproculture. C'est une technique qui est utilisée surtout pour les strands digestifs. C'est ce que vous allez étudier en dernière partie de ce module-là. La coproculture, comme son nom l'indique, c'est la culture, copro veut dire matière fécale. C'est la culture de matière fécale. C'est tout simplement reprendre en laboratoire ce qui se passe naturellement dans le milieu extérieur. Alors, dans le milieu extérieur, pour les strands digestifs, c'est l'œuf qui est éliminé. Sur l'air, il va libérer la larve de premier âge, deuxième âge, puis larve de troisième âge. Donc, c'est toutes ces étapes, de l'œuf jusqu'à la larve de troisième âge qui se produit dans le milieu extérieur. Ça, on est capable de le reproduire au laboratoire, en utilisant une étude, etc., etc. Donc, je laisse ça de côté. Peut-être je reprendrai ça vers la fin. La coproscopie, comme son nom l'indique, copro matière fécale, scopie, c'est observation avec une loupe macroscopique ou alors avec un microscope. Et là, vous avez deux grandes techniques, la macroscopique et la microscopique. La macroscopique, c'est-à-dire à l'œil nu, et la microscopique avec un microscope. Bon, on y reviendra dans le passé. Dans la microscopique, vous avez avec ou sans enrichissement. Sans enrichissement, ça veut dire qu'on ne rajoute rien à la solution, c'est de l'eau. Il y a une technique qui est très utilisée chez les carnivores, c'est ce qu'on appelle l'étalement fécal. C'est quoi l'étalement fécal? C'est tout bête. Lorsque vous prenez la température rectale, par exemple, d'un chien, que vous retirez le thermomètre, il restera toujours un résidu de matière fécale. C'est ce résidu de matière fécale, on prend une lame avec un peu d'eau et on l'étale sur cette lame, on rajoute une lamelle et on va observer au microscope. On appelle ça
un étalement fécal. Donc on se rend compte que c'est une technique, ce qu'on appelle qualitative. On n'a rien pesé, on n'a rien mesuré, on a juste fait d'observer. Y a-t-il ou il n'y a pas d'éléments parasitaires? C'est une technique qui a sa pleine importance chez les carnivores, contrairement aux herbivores, parce que chez les herbivores, on va en parler quelques mots, il y a trop de résidus qui rendent très difficile la lecture, alors que chez les carnivores, c'est beaucoup plus aisé de le faire. Dans la technique avec enrichissement, d'accord, c'est là où on va utiliser une solution dense, et je vais aller très vite. Il existe des dizaines de techniques, parce que ça va jouer sur la densité, 1,18, 1,20, 1,22, 1,24, ça n'arrêtera pas jusqu'à 1,44 de densité. Vous allez avoir des dizaines de solutions denses, donc des dizaines de techniques qu'il faudra interpréter. Moi, je n'utilise qu'une seule, c'est celle qui a une renommée planétaire. On la retrouve dans tous les pays du monde et de surcroît dans les laboratoires de référence en parasitologie. C'est la technique de numération sur l'âme de McMaster. On y reviendra dans les détails. La suivante. La réalisation, oui. Méthode morphologique à l'époque. Ah oui. Alors, qualitatif, c'est ce que je vous ai dit tout à l'instant. C'est-à-dire un étalon. Vous prenez un peu de matière fécale, vous mettez dans une goutte d'eau. On fait ce qu'on appelle un délayage. Juste, on la mélange un petit peu pour que ça puisse se répandre. Et on met une lamelle, on va observer. OK? C'est ce qu'on appelle qualitatif. Qualitatif, présence ou absence. C'est tout ce qu'on peut dire. La deuxième, c'est quantitative, et c'est surtout celle-là, c'est ça? C'est la technique de numération sur l'âme de McMaster. La suivante. Alors, on y reviendra. Comment réaliser cette technique? La réalisation de cette technique commence en premier lieu par le prélèvement, pour ramener des prélèvements. Comment prélever? Tout dépendra de l'animal. On va aller du plus petit, par exemple du chat, jusqu'au bovin. Okay? Si c'est un grand animal, type bovin, type équin, on fait carrément un fouillis rectal. Pourquoi on prend le soin d'aller chercher ce qu'on appelle in situ, à l'intérieur les matières fécales? Parce que si vous les prenez au sol, ça risque d'être contaminé de 1, parce qu'il y a des nématodes, comment dirais-je, parasites du sol, qui viennent fausser vos résultats, et de 2, si les matières fécales ont plus ou moins vieilli, il va y avoir des phénomènes d'embryonnement qui vont rendre difficile, voire impossible, la lecture de la copologie. Donc, on va tout faire pour aller chercher dans le rectum, ou alors, au moment de la défécation, essayer de le récupérer. Donc avec son gant, toujours, avec un gant, j'allais dire gynécologique. Toujours. Pourquoi? À cause des risques d'infection par la brucellose, par exemple, chez le bovin. Brucellose qui est une maladie endémique de notre pays. Donc toujours avec un gant gynécologique, on fait le prélèvement qu'il faut, et puis au fur et à mesure, on retourne. Quand on a retourné, on ferme, et avec un stylo indélébile, un feutre indélébile, on écrit bovin, le jour, etc. etc. Il faut toujours identifier votre prélèvement. On fait la même chose pour les équins. Quand il s'agit des animaux intermédiaires, comme les petits ruminants, ben on met un gant et on introduit un doigt, on stimule jusqu'à ce que l'animal défèque dans votre main, et on met ça soit dans une boîte, dans ce que vous voulez. Quand il s'agit d'animaux de compagnie, chiens, chats, on attend le moment de la défécation. Ce qui arrive très souvent en consultation, c'est qu'ils ont déféqué 1 ou 2 heures avant qu'ils ne viennent. Alors vous êtes obligé de donner un laxatif. Vous attendez quelques minutes le temps de la réaction, et surtout, vous allez faire promener le chien, par exemple, ou le chat, pour que le laxatif puisse agir. Et dès le début de la défécation, venir pour essayer de récupérer. Heureusement qu'on ne récupère que de petites quantités, 5 à 10 grammes. Mais si vous devez travailler sur de grands animaux, autant prendre jusqu'à 500 grammes. Alors, la question qui peut se poser, pourquoi prendre autant de matière fécale? Et vous allez voir que dans la technique, on n'a besoin que de 5 grammes. Vous savez pourquoi? Il faut toujours prendre beaucoup. Parce que très souvent, on répète l'analyse. Pourquoi on répète l'analyse? Parce que la clinique est tellement criarde, c'est-à-dire elle nous parle tellement
Et quand on a un résultat négatif, ça ne concorde plus. On est obligé de refaire. On peut le refaire 3, 4, jusqu'à 5 fois. Ça d'une part. D'autre part, c'est d'un point de vue légal. C'est surtout dans les cas, par exemple, de litige. Vous avez un fermier qui a un problème avec ses vaches, qui ont de la diarrhée, etc., et il va se plaindre. D'accord? Vous faites votre analyse parasitologique, supposez que, mais quel que soit le cas, vous trouviez ou vous ne trouviez pas, lui, dans ses litiges, parfois il peut incriminer son voisin, du style il a empoisonné, pas empoisonné. Vous avez toujours un prélèvement que vous gardez en sécurité. On le garde en général 1 mois jusqu'à 2 mois, et passé ce délai, on le jette. D'accord? Parce qu'il y a toujours une prescription, ce qu'on appelle judiciaire, un délai. Ça, c'est dans les cas où les litiges se répètent. On ne le fait pas communément, mais c'est pas grave. Donc c'était les quantités, les prélèvements. Il y a la conservation, c'est pas ici. Si? Oui, la suivante. La conservation. Alors, idéalement, on fait l'analyse, ce qu'on appelle extemporanément, dans la seconde qui suit. Tout de suite, mais parfois, on arrive en fin de journée, le laboratoire ferme, d'accord? On n'a pas le temps. On est obligé de retarder au lendemain ou au surlendemain. Qu'est-ce qu'on fait? Il ne faut jamais laisser votre prélèvement sur la paillasse à température ambiante. Si vous le laissez comme ça, 1, ça va se dessécher. 2, ça va s'embryonner. Ça va forcer totalement votre analyse. Et souvent, ça peut favoriser le développement de champignons, ce qui va rendre très difficile la lecture. Alors, si vous devez différer, autant le mettre dans le réfrigérateur, c'est-à-dire à plus 24. Là, vous pouvez le garder pendant 2-3 jours, ça ne pose aucun problème. Ne mettez jamais au congélateur. Pourquoi? À cause des cristaux qui se forment. Ils peuvent dénaturer, détruire les éléments parasitaires à l'intérieur. Donc, on vous déconseille vivement de mettre ça au congélateur. On peut éventuellement mettre du formol à 10% pour essayer de retarder le plus longtemps possible. Mais idéalement, faire l'analyse qu'on appelle extemporanément au même moment. La suivante. Méthode. À la méthode. Alors? Morphologie macroscopique. Ah oui, alors on va rentrer directement dans la méthode. Première des choses, c'est l'analyse macroscopique. Profitez de notre vue, enfin, de votre vue, parce que la mienne n'est pas bonne. On peut observer à l'œil nu des parasites sur des matières fécales. On peut retrouver, par exemple, des helminths, notamment des adultes. Et les cas les plus fréquents, par exemple, c'est chez un chien ou alors chez un veau, on peut trouver des ascarides. C'est ce que vous étudierez en dernière partie de ce module. C'est des parasites qui peuvent être éliminés en l'état adulte, soit par le vomissement, soit par la diarrhée. Donc vous pouvez les observer. On peut retrouver des larves. C'est le cas très fréquent chez les équidés. On peut trouver des larves de Strongylus, en particulier de Strongylus vulgaris ou de Trichonème. C'est assez particulier. Donc on peut retrouver des éléments parasitaires sur des matières fécales fraîchement récoltées ou fraîchement éliminées. On peut retrouver des larves d'arthropodes. C'est le cas par exemple des gastérophiles chez les équidés. On va retrouver des larves en l'état sur les matières fécales. La suivante, c'est quoi là? Oui, la suivante, c'est pas grave. L'état du prélèvement. L'état du prélèvement est important. C'est lui qui va vous moduler, comment dirais-je, le rajout de solution, pas solution. Imaginez des matières fécales diarrhéiques. Vous n'avez pas intérêt à mettre trop de liquide si vous faites en particulier une analyse qualitative. Et à l'extrême, évitez que les matières fécales soient desséchées, etc. Donc, la consistance, la couleur, l'âge des matières fécales peut vous orienter. Par exemple, une couleur de matière fécale trop jaunâtre peut signer la présence d'un excès de sel biliaire, donc de troubles hépatiques, par exemple, de mucus, des phénomènes inflammatoires. Donc, la consistance, la couleur, etc. des matières fécales peuvent nous donner énormément de renseignements. Qu'est-ce qu'il y a encore là en bas? Observation. Observation, on va voir dans les techniques. La suivante. Et ça? Avec microscope. Morphologie microscopique, alors? Méthode quantitative.
Voilà, dans la méthode, c'est la méthode quantitative. Il parle. Alors si c'est la méthode quantitative, je vous ai dit, on utilise une technique, c'est la technique de numération sur l'arbre de McMaster. On va rentrer de quoi on a besoin comme matériel, c'est ce que je vous ai décrit au départ, de lame, de lamelle, de pipette, de tube à essai, d'une balance à précision, ça c'est important quand on veut quantifier, et bien sûr, le plus lourd des investissements, ça va être le microscope optique. Et la solution. La suivante. Réalisation. Alors, la réalisation, peut-être qu'on va prendre la suivante. Allez sur la suivante. Elle est plus. Voilà. Alors, écoutez-moi bien. Au lieu de vous faire un dessin, tout est représenté ici. La première étape, c'est de peser exactement 5 grammes de matière fécale. Toute espèce animale confondue, quand on veut quantifier, on prend 5 grammes de matière fécale, auquel on rajoute 70 millilitres de la solution dense. La solution dense la plus utilisée chez nous, c'est la solution salée. Elle ne coûte rien du tout, c'est 5-10 dinars et vous avez 2-3 litres de solution dense. Donc ça ne coûte rien du tout. Donc on rajoute 70 millilitres et on fait ce qu'on appelle un délitage. Un délitage, c'est comme un écrasement, d'accord, pour libérer tous les éléments parasitaires qui peuvent être emprisonnés dans les résidus non digérés. Vous comprenez ça? Alors, ici, j'ouvre juste une petite parenthèse pour ceux qui travaillent sur les petits ruminants. Vous savez que les petits ruminants, ils ont la particularité d'avoir des matières fécales, sous forme de pépites. Si vous mettez d'emblée les 70 millilitres, c'est comme la recherche d'une olive dans de l'eau, vous ne pouvez jamais la capter. Alors, ce que vous faites, vous mettez ces 5 grammes de pépites, entre guillemets, de matière fécale, et vous rajoutez juste un tout petit peu, un quart de millilitre, 1 millilitre, sans plus, de la solution, donc juste de quoi les humidifier. Quand vous les humidifiez, vous avez plus de chance avec une spatule à les écraser, ce qu'on appelle un délitage. Sinon, vous risquez de souffrir et ça risque de fausser complètement votre analyse. Ça, c'est le cas particulier des matières fécales de petits ruminants. Quand on a fini ce délitage, l'étape est fondamentale, c'est filtrer, la filtration. Si vous ne filtrez pas, vous allez, lorsque vous allez pipeter la solution que vous aurez préparée et que vous la mettez sur la lame de McMaster entre lame et lamelle, vous allez, comme si vous allez observer une forêt. Vous ne verrez rien du tout à cause des résidus, en particulier chez les herbivores. Vous ne verrez rien du tout. C'est pour ça qu'il faut obligatoirement, je ne saurais insister plus que ça, filtrer avec un pastel. Quand on a filtré, on mélange la solution et à ce moment-là, revenez sur la diapo suivante. Elle va vous la montrer mieux que ça. Pardon. Celle d'avant, pardon. Ça. C'est ça la lame de McMaster. J'ai ramené un exemplaire, je vous l'ai montré tout à l'heure. C'est tout simplement la superposition de 2 lames. D'accord? Et de chaque côté, on met une petite lame pour qu'il y ait un certain volume, on rajoute une au milieu. Ça va nous décrire ce qu'on appelle 2 chambres. Vous me suivez? Dans chaque chambre, si vous le retournez, vous allez la voir comme ça des faces, vous allez voir ce qu'on appelle un système de réseau, des rectangles. Donc, vous avez la lame qui est composée de 2 chambres, et dans chaque chambre, il y a un réseau. C'est clair? Ok. Allez sur la suivante. Donc, après, on va remplir notre lame de McMaster. Quand on l'a rempli, il va nous rester beaucoup de la solution. La lame de McMaster ne contient que 1 ou 2 millilitres de solution. Il va nous rester de grosses quantités. N'oubliez pas qu'on avait mis 70 millilitres. Le restant de la solution, on met dans des tubes à essai. D'accord? Sur des tubes à essai, on va mettre une lamelle dessus. Le temps de la lecture de la lame de McMaster, quand on a fini, à ce moment-là, on prend la lamelle, on la met sur une lame et on peut l'examiner au microscope. Alors, la suivante, c'est une comparaison technique. Et ça, le calcul. Alors, comment on fait le calcul? Écoutez bien, même s'il faut le répéter plusieurs fois, je le ferai. Vous allez le calculer pour chaque type d'élément parasitaire.
Si je prends par exemple un œuf de strong digestif, allez, c'est le plus commun chez les herbivores. Comment il est fait? Il est ovoïde, comme un œuf, avec une membrane fine, et à l'intérieur, il y a des blastomères, donc une blastule. Ça, c'est la morphologie typique de tous les strongs digestifs, quelle que soit leur espèce. Donc, dès que j'observe ça, je vais essayer de calculer combien il y en a. Alors, je vais observer les deux chambres, et je calcule. Si je trouve qu'il y a plus de 3 éléments de strongs digestifs, plus de 3 strongs digestifs dans les deux réseaux, je ne calcule que ce qu'il y a dans le